l'Observatoire Santé ProBTP présente Quoi de neuf santé, animé par Flavie Flamand. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf santé. Messieurs, ce podcast s'adresse à vous. Mais mesdames, restez à notre écoute car ça va être passionnant. Tout, vous saurez tout aujourd'hui sur l'appareil reproducteur masculin, son fonctionnement, sa surveillance, mais également ses pathologies. Et ce n'est pas moi qui vais répondre à toutes ces questions. Évidemment, je ne suis pas spécialiste, mais c'est le cas de notre invité. Bonjour Anthony Giverck. Bonjour Flavie. Vous êtes urologue et j'aimerais qu'on débute cet échange en reprenant les bases. Mais alors vraiment les bases de l'anatomie de l'appareil reproducteur masculin. Vous l'avez compris, je suis une femme et il y a plein de choses que j'ignore. Alors c'est assez simple. L'appareil reproducteur masculin est composé de 3 éléments. D'accord. Le pénis, que tout le monde connaît. Ça oui. Les testicules et la prostate. Et les 3 travaillent en symbiose pour permettre une seule chose, la reproduction. D'accord. Mais alors justement, tiens, vous, pénis, vous l'avez dit, on l'identifie. Mais testicules et prostate, d'aucuns parfois ont du mal à les différencier. C'est normal parce que les 2 travaillent en symbiose et sont interconnectés. Les 2 testicules ont une double fonction, ils produisent les spermatozoïdes et la testostérone. Alors que la prostate fabrique, elle, le sperme, le liquide de transport et de maturation des spermatozoïdes. Les 2 sont interconnectés pour que les spermatozoïdes issus du testicule puissent rejoindre le tuyau d'évacuation qui est situé dans le pénis. Donc le sperme, il est produit où ? Le sperme, c'est un liquide qui n'existe pas à l'état de stockage et qui est produit en partie par les testicules, par plusieurs glandes dans tout l'appareil génital masculin, mais essentiellement par la prostate et ces 2 sacs qu'on appelle les vésicules séminales. C'est de l'eau, du sucre, des oligo-éléments et très peu de spermatozoïdes. Mais alors, donc ça veut dire que le sperme, il est produit sur commande ? Vous dites qu'il n'y a pas de stock, mais... C'est une production minute. Ah ouais, c'est du tout frais. C'est du tout frais et riche en sucre. Ok. La prostate, à quoi elle sert exactement ? La prostate, c'est une petite glande qui existe chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, elle a involué, elle a quasiment disparu. Moi, j'ai une prostate ? Vous aviez une prostate. Et chez les hommes, c'est une petite glande qui se situe sous la vessie, qui entoure le canal de l'urètre, qui ressemble à une petite châtaigne, qui pèse en moyenne 10 à 20 grammes et dont l'objectif, c'est de fabriquer une partie du sperme. D'accord. Et la prostate, c'est quand même l'endroit qui fait peur à tous ces messieurs. Exactement, parce que pour l'examiner, il faut passer par des chemins un peu particuliers. Et ces chemins particuliers, c'est ce qu'on appelle donc le toucher rectal. Exactement. C'est de la prévention qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les hommes ont peur de ça ? Parce que c'est un geste qui n'est pas naturel. D'accord. C'est un examen clinique qui est un petit peu invasif, mais qui a un intérêt qui sert à dépister le cancer de la prostate. Nous, les femmes, on est habituées, en tout cas on est éduquées à prendre soin de notre santé intime. Ça n'est pas forcément la même chose pour les garçons. Quelles sont les différentes périodes, justement, je dirais, urologiques d'un homme, de l'enfance à l'âge adulte ? Eh bien, ces périodes, elles démarrent dès la grossesse. Grâce aux échographies anténatales, le radiologue a la possibilité de vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut où il faut. À partir de la 2e échographie, on est capable d'établir le sexe de l'enfant et on peut d'ores et déjà vérifier certaines anomalies de l'appareil reproducteur masculin. Dès le début, comme ça ? Dès le début. Une fois le bébé sorti, une des premières choses pour un petit garçon, la sage-femme va examiner les organes génitaux masculins pour vérifier qu'il y a bien un pénis et 2 testicules dans les bourses. Parce que parfois, il y a des anomalies. Ok. Un peu plus tard, les pédiatres et les médecins généralistes sont habitués à examiner les enfants. Ça fait partie du premier examen clinique urologique. Et à partir de l'âge adulte, on peut aller voir un urologue justement pour examiner ses organes génitaux. Mais juste, on le fait en contrôle, quoi. Oui, en prévention, vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau du prépuce, au niveau des testicules. Et dès l'instant où les premiers symptômes urinaires peuvent apparaître, on en profite pour aller se faire examiner chez l'urologue. Et un peu plus tard, à partir de 50 ans, l'examen clinique est recommandé pour tous les hommes. D'accord. Là, c'est en prévention des maladies et du cancer. Tout à fait. Chez les enfants et jeunes garçons, pourquoi est-ce qu'il faut surveiller absolument la descente des testicules ? Parce que parfois, ça reste ? Alors en fait, vos testicules, ils n'arrivent pas directement dans la bourse, la petite poche dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont fabriqués dans le dos et petit à petit, ils vont descendre dans les bourses, puisqu'elles sont séparées. On ne peut pas faire de nœud avec ces testicules, il y a une petite cloison qui les sépare. Et en gros, il peut y avoir des anomalies de migration qui font que le testicule n'est pas à sa bonne place. L'examen clinique permet de vérifier que le testicule arrive en bonne place, qu'il a la bonne consistance, la bonne morphologie. Et quand il n'est pas descendu, on l'aide à descendre ? On attend. On est examiné très rapidement dans l'enfance. Si effectivement très tôt il a été dépisté qu'il y a une anomalie, on appelle ça une ectopie ou une cryptorchidie, on peut être amené à le repositionner. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les petits garçons qui ont des anomalies de migration du testicule sont plus à risque d'avoir un cancer ultérieurement.
Alors justement, les cancers. Est-ce qu'il y a véritablement des risques du cancer des testicules chez les jeunes hommes ? Tout à fait. C'est la population qui est la plus fréquemment atteinte du cancer du testicule. Le diagnostic est assez simple. On le répète très fréquemment au mois de novembre. C'est l'autopalpation. Il suffit de se palper les 2 testicules et dès l'instant où on sent une petite pierre un peu rigide dans le testicule, cela signe une lésion qu'il va falloir aller vérifier chez l'urologue. C'est comme nous avec les seins. Tout à fait. Sauf que nous, on nous le dit. Ouais. Alors que vous, messieurs, on ne vous le dit pas de cette palpation des testicules. Et exactement. Il faut s'autopalper dès le plus jeune âge les testicules, dès l'adolescence, dès que les testicules ont atteint leur capital de croissance définitif, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Il y a d'autres symptômes aussi ou d'autres signes qui peuvent alerter ? Sur le cancer du testicule, alors c'est un cancer qui ne donne pas la plupart du temps de symptômes. D'accord. Lorsqu'il y a des symptômes, c'est souvent que la maladie a évolué. Le signe caractéristique, c'est la petite masse. Mais il peut y avoir des douleurs, du sang dans le sperme, une altération de l'état général, une petite fatigue, des troubles respiratoires. Tout ceci nous oriente vers une maladie qui aurait probablement évolué. Alors que c'est un cancer qui se traite extrêmement bien dès lors où on a posé le diagnostic. Voilà, d'où l'importance du diagnostic Exactement. le plus précoce possible. On va parler maintenant d'un sujet qui ennuie toujours ces messieurs, alors qu'en fait, c'est peut-être plus courant qu'on l'imagine, et vous allez nous le dire, c'est la dysfonction érectile. C'est quoi ? C'est l'incapacité à maintenir ou à provoquer une érection suffisamment rigide pour permettre un rapport sexuel satisfaisant et qui dure au moins depuis 3 mois. D'accord. Ça, c'est la définition médicale stricte et simple. Voilà, depuis 3 mois, c'est pas une petite panne qui peut arriver au moment où on fait l'amour et qui peut être liée parfois, je sais pas, à trop de désir, à de la fatigue. Cette panne, elle est la physiologique. consommation d'alcool. Elle arrive à tous les hommes. Je dis toujours en consultation, 100% des hommes ont des troubles de l'érection. De là à dire que ça devient une dysfonction érectile, c'est-à-dire une pathologie, il faut attendre au moins 3 mois. Mais le fait d'avoir des pannes de temps en temps, la panne occasionnelle, liée au stress, liée à l'anxiété de performance, au changement de partenaire, à la consommation d'alcool peut-être la aussi. consommation d'alcool et de stupéfiants, font qu'on peut avoir des petites pannes occasionnelles. D'accord, et même très jeune. Et même très jeune. Le problème, c'est que moins ça marche. Ça crée une anxiété de performance. Pourquoi ça marche pas ? Je comprends pas, c'est pas assez dur, et ça m'énerve, et qu'est-ce qu'elle va penser ou il va penser ? Et donc, du coup, c'est de moins en moins pratique. À partir de quand doit-on s'inquiéter ? De ces fameux 3 mois ? Exactement, dès l'instant où ça persiste et qu'il y a un retentissement psychologique. Je dis toujours, le plus dur en consultation sur la dysfonction érectile, c'est de pousser la porte. Parce que dès l'instant où on a compris qu'il y avait un trouble, on a une possibilité de traiter de manière occasionnelle ou sur du plus long terme pour que la sexualité puisse revenir et que la satisfaction dans le rapport sexuel se fasse. Anthony Givert, quels sont les problèmes fréquents qui sont liés à la prostate, cette fameuse prostate ? Alors cette petite glande va entraîner 2 pathologies complètement différentes. À partir de 45-50 ans, elle va grossir, mais c'est normal. On vient me voir, docteur, j'ai la prostate. Non, tout le monde a la prostate. Au bout d'un moment, cette prostate va grossir et entraîner ce qu'on appelle des symptômes du bas appareil urinaire. Globalement, on va ou trop faire pipi ou avoir des difficultés pour uriner. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est le cancer de la prostate, mais celui-ci est asymptomatique. Ça veut dire que la plupart du temps, on ne ressent rien. Et c'est là où on va le dépister. On profite de ces consultations sur les symptômes urinaires pour aller dépister du cancer. Un jour, j'ai entendu parler de l'adénome prostatique. Alors la prostate, c'est un peu comme une éponge. Elle a des glandes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vont fabriquer le sperme. Et ces glandes vont évoluer, grossir. C'est une tumeur bénigne. On appelle ça l'adénome de la prostate. C'est une partie de cette glande qui a grossi et qui va comprimer le canal de l'urètre. La prostate, elle l'entoure. Le canal de l'urètre est planté dedans. Et au bout d'un moment, ça vient comprimer le tuyau de sortie. Mais alors, ça veut dire que les symptômes peuvent être les mêmes avec le cancer de la prostate ? Eh bien, pas totalement. Dans certains cas, la plupart du temps, je vous ai dit, dans le cancer de la prostate, on n'a pas de symptômes parce que la zone touchée dans la glande, elle est différente. En revanche, sur des stades évolués, quand la prostate a énormément grossi parce que le cancer a pris toute la place, il peut y avoir un retentissement sur l'appareil urinaire. D'accord. Mais c'est pas fréquent. Bon, à quel moment est-ce qu'il faut consulter un spécialiste ? Anthony, à quel moment doit-on vous appeler ? Dès l'instant où les troubles urinaires sont gênants. Les hommes ont le droit de se lever la nuit. Se lever la nuit, à partir de 45-50 ans, c'est physiologique sur un lever nocturne. Au-delà de 2 levées nocturnes, et quand ça retentit sur la qualité de vie urinaire et diurne, il faut consulter. Dès qu'on a 50 ans, on propose un dépistage, il est facultatif du cancer de la prostate, et là, il faut consulter. Mais si dans la famille, il y a un apparenté au premier degré, c'est-à-dire le père, le grand-père, qui a eu des antécédents de cancer de la prostate, à partir de 45 ans, il faut consulter. D'accord, ok. Et là, on consulte un urologue, comme vous. Exactement. L'andropause,
Parlons de l'andropause. On parle de plus en plus de la ménopause chez les femmes, mais l'andropause, ça reste encore un sujet tabou. C'est un peu l'équivalent pour vous, messieurs ? Alors oui et non. Le terme fait très vite penser à la ménopause, Ouais. mais pas du tout. Pour une simple et bonne raison que la ménopause, c'est quelque chose d'universel. Ça touche toutes les femmes. C'est l'arrêt brutal de la sécrétion d'œstrogènes. À partir de 45, 50 ans, il va y avoir la ménopause et c'est pour tout le monde. Alors que l'andropause, on pourrait penser que c'est la même chose puisque ça va être une baisse de la testostérone chez l'homme, cette hormone sexuelle masculine. Mais cette baisse, elle est progressive, elle n'est pas brutale. Et elle peut continuer à être sécrétée dans des taux beaucoup plus faibles. Et ça ne touche pas tous les hommes. Donc on est sur un équivalent qui est limite. D'accord. Il faudrait plutôt parler de déficit androgénique lié à l'âge. Bon, alors maintenant, on va parler des effets ressentis, les symptômes. Est-ce que vous aussi, messieurs, vous avez vos bouffées de chaleur ? Tout à fait. C'est un des premiers signes qui amène à consulter. On retrouve aussi également une baisse de la libido, une baisse des érections matinales et nocturnes qui sont les érections physiologiques, une prise de poids, les seins qui poussent, une trouble de la pilosité. Eh ben, Ça y ressemble un peu. sauf que vous, ça arrive un petit peu plus tard que nous. Ça arrive un petit peu plus tard et ça se dépiste biologiquement avec 2 dosages de testostérone. D'accord. Et si je vois, par exemple, enfin, si vous voyez, messieurs, que vous rentrez dans l'andropause, est-ce que vous pouvez être accompagnés, comme nous les femmes, nous le sommes, avec des traitements allopathiques ? Exactement. Alors plus qu'allopathique, nous le but c'est de supplémenter un déficit. Ok. Le déficit en testostérone. Donc le traitement est assez simple, c'est une supplémentation en testostérone. Donc comme pour nous, finalement. Tout à fait. Très bien. À quel moment doit-on consulter un urologue quand on est un homme ? Alors vers 50 ans pour les problèmes urinaires, Ok. mais on assiste à de nouveaux patients un peu plus jeunes, des adultes jeunes, qui viennent pour vérifier que tout est normal, qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau des organes génitaux. Comme je vous ai dit, le testicule, il peut avoir des anomalies de migration ou des petites anomalies morphologiques, soit des anomalies de fixation et le testicule peut se tordre, soit des anomalies au niveau de certains tuyaux, les veines, qui sont trop larges, on appelle ça une varicocèle, le sang s'accumule, ça les réchauffe, ça les abîme et ça entraîne des troubles de fertilité. Et parfois ils viennent pour de la contraception masculine. Et quand vous parlez de contraception masculine, vous parlez de vasectomie ? Alors en partie, il y a toutes celles qu'on connaît déjà, le préservatif, la méthode du retrait et la vasectomie qui Ça explose. consiste en quoi alors ? Parce que vous dites que ça explose la vasectomie, mais c'est quoi ? Alors la vasectomie, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à couper les canaux éjaculateurs. C'est le petit tuyau qui relie le testicule à la prostate. En gros, on va arrêter la sécrétion de spermatozoïdes dans le sperme. Ça veut dire qu'on continue à éjaculer à consistance, couleur, odeur, complètement normalement, mais sans spermatozoïdes. D'accord, donc c'est du sperme qui ne fait pas des bébés. Exactement. Ok. Et ça explose auprès des jeunes ? Ça explose auprès des jeunes. Il y a une demande de jeunes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants et qui veulent une vasectomie. Et On est à plus de 30 000 vasectomies l'année dernière. on nous France. dit que c'est irréversible. C'est pas un acte anodin. Hein ? Eh ben non, c'est réversible, mais ça a une réversibilité inconstante. Ça dépend du délai entre la chirurgie et la demande de réparation, ça dépend de l'anatomie du patient, et c'est une chirurgie qui est extrêmement minutieuse et qui peut être vouée parfois à l'échec. L'efficacité de la réversibilité oscille entre 20% et 90%. Et vous, Anthony Giverck, vous ne recevez que des hommes ? Les femmes, Alors, elles non. ne consultent pas les urologues ? Bien sûr que si, Pourquoi ? pour plein de problèmes. Les calculs urinaires. Les femmes ont autant de calculs urinaires que les hommes, ces petits cailloux qui peuvent toucher l'appareil urinaire et qui donnent des douleurs comparables à un accouchement. Et ce qu'on va appeler les troubles de la statique pelvienne, les fuites urinaires, les descentes d'organes. Et malheureusement, les cancers de l'appareil urologique touchent aussi bien les femmes que les hommes. La vessie, les reins et les canalisations urinaires. Je me mets à la place de certains hommes qui nous écoutent et qui se disent « Ah super, enfin on en parle ». On parle de choses qui restent tabous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous écoutent et qui se disent « Bon voilà, moi j'aimerais bien consulter, mais j'ose pas consulter, puis je préfère garder ça pour moi ». Est-ce qu'il y a un travail à faire aussi sur Oui, la dédiabolisation ? On n'a pas de jugement de valeur. Se mettre à nu complètement lors d'une consultation, aussi bien psychologiquement que physiquement, c'est toujours difficile. Mais l'objectif que l'on a, nous, c'est d'aider ces hommes-là, d'aider à pouvoir parler de sexualité, de problèmes qui touchent l'intime, et d'expliquer qu'il y a des solutions. Même si parfois les problèmes peuvent être psychologiques, on a toujours des solutions pour pouvoir aider les hommes. Et il faut le faire, il faut venir en consultation. Merci beaucoup en tout cas. Merci Flavie pour l'invitation. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de neuf santé. C'est un podcast, vous le savez, RTL, en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents qui sont tout aussi passionnants sur observatoiresantéprobtp.com, sur rtl.fr et sur M6+. Ciao.